Les émeutes de 2005, révolte légitime ou violence gratuite? S'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau. Voici la phrase prononcée par un des policiers impliqués dans la mort de Zied Benna et Bouna Traoré, des événements à l'origine des émeutes les plus importantes en France depuis mai 68, les émeutes de 2005. On va retourner dans le passé, un certain 27 octobre 2005, là où la France a connu le début d'une révolte et d'une succession d'émeutes majeures qui pendant 3 semaines ont complètement stoppé la France. Pour l'année 2026, je prévois de sortir ce roman, un bouquin qui parle d'un jeune homme qui s'appelle Victor, âgé de 17 ans, qui lutte entre la déscolarisation et la précarité et qui va donc se retrouver entre les mains d'un réseau de trafic de stupéfiants. Et je vous laisserai découvrir cet écrit. Je suis Xavier Makanta, jeune auteur, reporter et artiste engagé. Je me bats pour essayer de remettre en avant des faits historiques et sociaux et de voir les conséquences qu'il y a aujourd'hui par rapport à ces faits et comment ensemble nous pouvons essayer de trouver des solutions pour un monde meilleur. Révolte légitime ou violence gratuite, je te laisse découvrir ce documentaire qui nous replonge 20 ans en arrière pour découvrir un fait social que la France a connu. Le 27 octobre 2005, Zied Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, trouvent la mort dans un transformateur EDF alors qu'ils tentent d'échapper à un contrôle de police. Un troisième garçon mutine, lui, est grièvement blessé. L'annonce du drame met le feu aux poudres. En quelques heures, la colère éclate dans la cité, voitures incendiées, affrontements avec les forces de l'ordre. Et puis au fur et à mesure du temps, la révolte va gagner la France, puisqu'on compte en seulement 3 semaines 274 communes touchées pour plus de 10 000 véhicules brûlés. Des centaines de bâtiments publics sont dégradés, des écoles, des gymnases, des commissariats, des mairies, et le gouvernement décrète l'état d'urgence, une mesure exceptionnelle qui n'avait pas été utilisée par l'État français depuis la guerre d'Algérie, soit aux alentours des années 1960. Les images tournent en boucle dans lesquelles nous voyons des nuits embrasées, des silhouettes de jeunes face au CRS, des flammes dans les parkings. La France découvre ce qu'on appellera plus tard la plus grande révolte urbaine de son histoire, que l'on va comparer au fur et à mesure de cette vidéo aux révoltes qu'il y a eu en 2023 suite à la mort du jeune Naël qui a été exécuté par des forces de l'ordre suite à un refus d'obtempérer. Et là, une question me vient à l'esprit. Comment un drame local, la mort de 2 adolescents, a-t-il pu mettre le feu à tout un pays? Était-ce seulement une réaction à un accident ou bien le cri d'une jeunesse oubliée depuis des décennies? Alors comme je le disais au début de ce documentaire, le 27 octobre 2005, il y aura une étincelle qui va naître au sein de la ville de Clichy-sous-Bois. En effet, 3 adolescents, Zied 17, Bouna 15 ans et Mutine 17 ans, croisent une patrouille de police en revenant d'un match de football. Par la suite, pensant être poursuivis, ils s'enfuient et se réfugient dans un transformateur EDF. Quelques minutes plus tard, Zied et Bouna meurent électrocutés, tandis que Mutine survit en étant grièvement blessé. Dès le départ, il y a 2 versions qui vont s'opposer, la version apportée par les forces de l'ordre et la version apportée par certains témoins. Les policiers affirment ne pas avoir poursuivi les jeunes jusque-là et les habitants parlent au contraire d'une chasse à l'homme, d'un contrôle de plus qui aurait dégénéré. Cette divergence enflamme la rumeur et ensuite la colère. La cité va donc exploser. En quelques heures, les premières voitures brûlent, des poubelles incendiées et l'émotion se transforme en affrontement. Parce qu'il faut savoir que pour beaucoup de jeunes de quartier, cet épisode, c'est juste la conséquence des contrôles aux faciès abusifs commis par les forces de l'ordre. Une jeunesse qui se sent traquée, contrôlée, méprisée, des habitants qui voient dans cette mort l'illustration d'un malaise plus profond. Le chômage massif, la discrimination et les relations explosives avec les forces de l'ordre. La question reste ouverte, était-ce un tragique accident ou bien la conséquence d'années de tension entre les forces de l'ordre et les jeunes de quartier?
Face à tout ce chaos, bien évidemment, comme je le disais au début de ce documentaire, c'est la France entière qui va connaître des émeutes puisqu'on compte à peu près 274 communes qui vont réagir suite à cet événement. C'est alors que le 8 novembre 2005, il y a un état d'urgence qui est prononcé. Les conséquences de cet état d'urgence, c'est que l'État français va donc mettre en place un couvre-feu, des perquisitions qui seront facilitées et le pouvoir spécial accordé aux préfets. Malgré tout ce tumulte, il y a une question qui va quand même se poser pendant cette époque. En diffusant surtout les flammes et les affrontements, la presse a-t-elle informé ou a-t-elle contribué à stigmatiser encore plus les habitants de quartier? Et ça, je vous laisse me répondre en commentaire. Au départ, cette histoire m'a énormément fait penser à l'histoire qu'on a connue récemment avec le décès de Nahel. Il faut savoir que le 27 juin 2023, à Nanterre, Nahel Merzouk, 17 ans, est tué par un tir policier lors d'un contrôle routier. La scène est filmée par un passant. La vidéo circule immédiatement sur les réseaux sociaux. Et comme en 2005, il y a une colère qui va éclater. Alors en 2005, moi j'avais à peu près 7 ans. Donc je me souviens plus exactement de tout ce qui se passait à ce moment-là. Mais pour le coup, en 2023, j'étais âgé de 25 ans et je me souviens très bien des émeutes qui ont eu lieu. Il y a plus de 3500 interpellations qui sont recensées et un coût estimé à plusieurs centaines de millions d'euros pour les dégâts commis. Les parallèles sont frappants. En 2005, Zied Bouna meurt en fuyant la police. En 2023, Nahel meurt directement sous le tir d'un policier. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses autour de sa mort. Certains disaient qu'il a refusé d'obtempérer, donc il mérite la mort, et d'autres disaient ce n'est pas parce qu'il y a eu un refus d'obtempérer que pour autant on doit exécuter un jeune. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me dire cela dans les commentaires. J'avais fait un mini documentaire pour essayer de comprendre pourquoi les jeunes en France pratiquaient le trafic de stupéfiants. Et bien dans l'étude de ce documentaire, je me suis aperçu que les raisons des violences et de la stigmatisation sont un peu similaires. Puisqu'il y a un chômage massif qui nourrit la frustration. Dans certains quartiers, le chômage des jeunes atteint 40 à 45%. Et il y a un échec scolaire qui est plus marqué. Environ 30% des jeunes quittent l'école sans diplôme contre 17% au niveau national. Il y a des discriminations systématiques, le code postal ou même le nom de famille peuvent suffire à écarter un CV et de nombreuses études ont montré qu'un candidat issu d'une banlieue ou portant un nom à consonance étrangère a beaucoup moins de chances d'obtenir un entretien. En fait, les émeutes de 2005, elles reflètent à l'époque un fait qu'on peut voir encore aujourd'hui, c'est vraiment cet affrontement entre les jeunes de quartier populaire et la police et cette stigmatisation constante des jeunes de quartier. Les médias vont donc aussi participer à cette stigmatisation puisqu'en 2005, les chaînes d'information et les journaux télévisés diffusent en continu des voitures en flammes, des affrontements des CRS casqués. Une France en état de siège, mais très peu de place laissée à la parole des habitants, aux causes sociales derrière les révoltes. Conséquence, ça donne donc une opinion publique qui est complètement divisée. Pour certains, la peur et le rejet des banlieues ainsi que des jeunes de banlieue. Et pour d'autres, l'impression d'être caricaturés comme des voyous sans entendre réellement leur réalité. Il faut savoir que 2 ans plus tard, donc en 2007, il y a 2 jeunes qui vont mourir dans la ville de Villiers-le-Bel, située dans le 95. Ils vont mourir dans une collision avec une voiture de police. Les affrontements durent plusieurs jours. Il y a des armes à feu qui seront utilisées et on compte 80 policiers blessés. Un tournant dans l'intensité des violences. La question que je me pose honnêtement, c'est de savoir pourquoi et comment ce conflit a commencé entre les forces de l'ordre et les jeunes des quartiers populaires. Quand j'étais plus jeune, j'entendais beaucoup de personnes dans ma classe dire « Voilà, quand je serai grand, je voudrais être policier ». J'avais la conviction que être gardien de la paix, être un représentant de la France pour maintenir la paix, c'était quelque chose de noble. Aujourd'hui, quelqu'un qui est policier, et plus particulièrement une personne de type maghrébine, africaine,
ce sera très mal venu dans les quartiers. Alors, je pense que le métier de policier, s'il est exercé dans les règles de l'art, c'est un métier qui est magnifique. Et je pense que il faudrait trouver un terrain d'entente, créer un dialogue entre les jeunes de quartier et les policiers, parce que finalement, cet affrontement, il mène à rien. Les conséquences sociales et politiques des émeutes de 2005 ou encore des émeutes de 2023 sont qu'il y a une fracture durable, puisque depuis 2005, la confiance entre policiers et jeunes de quartier ne s'est jamais réellement rétablie. Chaque contrôle est perçu comme une provocation, chaque intervention policière est filmée par peur d'une bavure. On a d'ailleurs aux États-Unis en 2020 connu le décès de George Floyd qui criait I can breathe, alors qu'un policier était en train de mettre un genou sur sa nuque pour tenter de le neutraliser. Donc, cette espèce d'affrontement entre les jeunes de quartier, les personnes afro-maghrébines et la police, ce n'est pas seulement en France, mais on pourrait dire dans l'Occident en général. Il y a un débat récurrent sur les violences policières avec l'affaire par exemple de Adama Traoré ou encore l'affaire Théo. À chaque fois, la même question ressurgit. Violence légitime ou usage abusif de la force ? Il y a des plans en banlieue qui sont lancés mais jugés insuffisants. Jean-Louis Borloo propose en 2008 un plan ambitieux, en grande partie abandonné. D'autres initiatives locales existent mais beaucoup d'habitants estiment que ce sont des pansements sur une plaie ouverte. Depuis le 2005, l'image de la banlieue reste associée à la violence et au chaos. Même ceux qui n'ont jamais participé aux émeutes subissent ce stigmate dans l'emploi, les études et le logement. Ça a été une génération donc marquée. Ceux qui avaient 15 ans en 2005 disent encore aujourd'hui « on a grandi dans les flammes ». Les émeutes de 2005 et de 2023, c'était le sujet du documentaire d'aujourd'hui. Si tu as apprécié, je t'invite à partager, à commenter, à liker, à t'abonner et surtout à m'aider à préparer la sortie d'un de mes projets qui s'appelle Le Terrain. C'est un nouveau roman qui se situe cette fois-ci en France. Pour toi qui ne le sais pas, sache que je suis un jeune auteur en auto-édition. J'ai fait mon premier roman qui s'appelle Au-delà des ombres, qui parle des réalités catastrophiques en République démocratique du Congo. Ce livre m'a permis de passer sur la chaîne TV5 Monde durant le Journal d'Afrique, un certain 24 août 2024. Et je continue ma campagne d'écriture puisque j'aimerais vivre de mon art. Et pour ça, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu partages, j'ai besoin que tu commentes pour que finalement, petit à petit, la sauce puisse prendre et pourquoi pas signer enfin en maison d'édition. Bref, voilà le sujet du jour. N'hésite pas à commenter, à me poser des questions et je laisse aussi mon adresse mail pour ceux qui souhaitent participer puisque je réalise aussi des documentaires immersifs dans lesquels j'interroge des personnes qui ont pu vivre des choses. Par exemple, si tu as vécu à l'époque de ces émeutes, j'aimerais bien avoir ton avis, savoir ce que tu as ressenti à ce moment-là. Merci à tous et on se dit à la prochaine.